On te voit toujours. Je sais pas si... Pas sur le streaming. Tu me dis quand on est en ligne? Vous êtes live, bon échange. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce 6e webinaire organisé par Sportsora sur Bisport. Vous rappelez effectivement que nous vous avons offert une série de webinaires sur le sujet du digital, de l'animation des communautés, qui nous paraissait être un sujet important en cette période de crise, sur l'engagement responsable des marques. Nous vous adresserons aussi des webinaires sur le sujet de l'innovation. On a vu effectivement émerger pas mal de réalisations innovantes pendant cette période de crise. Et puis, le sujet aujourd'hui, nouveau sujet que l'on aborde avec vous dans le cadre de ces webinaires, ce sont les bonnes relations entre détenteurs de droits et partenaires, comme partenaires et ayants droit sont restés connectés pendant cette période de confinement. On a le plaisir d'organiser ça en partenariat avec Newstank Sport. Donc, c'est Victor Bertin, qui est journaliste de la rédaction de Newstank Sport, Newstank Football, qui va animer les débats aujourd'hui. Un grand merci à vous. Vous expliquez effectivement pourquoi on a choisi ce sujet. Il nous paraissait important de mettre en avant des bonnes pratiques d'adaptation, de collaboration, d'implication d'un partenaire dans la réorganisation du sport et d'implication des partenaires pour la reprise des compétitions. La relation entre NJ et la Fédération française de voile dans le cadre du NJ Kite Tour nous a paru être un bon cas, un bel exemple de bonne pratique à vous présenter aujourd'hui. Donc, je remercie beaucoup Emmanuel Zendroy, qui est le Chief Manager d'NJ, qui va prendre la parole au nom d'NJ, et puis Olivier Clermont, qui est le responsable communication et partenariat de la Fédération française de voile. Donc, merci à vous deux d'avoir accepté d'intervenir. Et donc animé par Victor. Juste avant de te laisser la parole, Victor, je rappelle les règles du jeu. En fait, on essaie de vous adresser des webinaires chez Sportsora très pratiques, très concrets. Donc, ça tiendra en 45 minutes. Vous avez la possibilité de poser des questions à nos intervenants. Si vous êtes membre de la communauté Bisport, il y a un chat qui est mis à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Julien de Spora prendra vos questions et les adressera aux intervenants. Et puis, pour ceux qui n'auront pas eu le temps ou ne peuvent pas rester avec nous jusqu'au bout, il y a un replay du webinaire qui sera mis à votre disposition. Et enfin, c'est ma petite minute de pub Sportsora, puisque en général, donc, nos événements sont réservés aux membres Sportsora. Grâce à Bisport, on s'adresse à une communauté plus large. Donc, juste pour rappeler ceux qui ne connaissent pas Sportsora, que nous sommes une organisation qui fédère les acteurs de l'économie du sport, donc les grandes marques partenaires, les détenteurs de droits, des agences de marketing sportif, des médias, des collectivités. Et nous adressons un nombre de services, offrons des événements à nos membres, et nous sommes très actifs, en particulier en cette période, en matière de relations institutionnelles, pour faire des propositions à l'exécutif pour essayer de redynamiser notre économie qui est en grande difficulté. Voilà, ça c'était ma petite minute de pub. Victor, je te laisse la main pour animer cette interview avec Emmanuel et Olivier. Encore merci à vous d'avoir accepté de participer. Merci Magali, bonjour à tous. Du coup, bonjour Olivier et Emmanuel. Avant de voir votre relation particulière dans le cadre de l'NJ Kite Tour, je voulais vous demander déjà comment chaque entité avait vécu un peu ce confinement et le déconfinement. Peut-être Emmanuel, comment NJ s'est organisé pendant le confinement, puis en début de déconfinement, puis avec un petit focus sur tous vos engagements dans le sponsoring, dont le Kite Tour, peut-être pour débuter. Comment vous avez vécu tout ça, maintenu un lien, malgré l'annulation d'événements, les reports, enfin, tout ce qui s'est passé, les événements qui s'enchaînaient. On a un petit peu tout connu pour l'NJ Kite Tour. Bonjour à tous.
D'abord, Engie, par l'essence même de ses activités, était forcément mobilisée dans le cadre de la crise sanitaire, fournir l'électricité, le gaz à tous nos clients, que ce soit des particuliers ou les entreprises ou les collectivités. Évidemment, c'était une de nos priorités. À titre d'information, on est prestataire sur plus de 350 établissements hospitaliers en France. Donc, il faut leur fournir le chaud, le froid, la vapeur d'eau pour tout ce qui est stérilisation. Donc, c'est une nécessité pour nous d'assurer ce service en continuité, et encore plus en période de crise. Donc, on a été bien sûr impacté. À peu près 50% de l'entreprise était en télétravail et je crois entre 15 et 20% en fonction de la période en chômage partiel. Concernant tous vos activités de sponsoring, votre portefeuille de droits, comment ça s'est passé avec les reports, les annulations dans la part des cas, et puis peut-être un petit focus sur notamment les athlètes que vous avez, l'ensemble de vos ambassadeurs, comment vous maintenez le contact? Tout à fait. Alors en fait, bien sûr, toutes nos activités sponsoring ont été impactées. À titre d'information, on fait à peu près au niveau corporate une quarantaine d'événements par an sur la période donc, entre mars et jusqu'au mois d'août. On a eu 12 annulations et 9 reports, notamment Roland-Garros qui est un de nos principaux assets. Donc, on a dû gérer bien sûr cette partie-ci. Il y a eu des événements donc, qui ont été annulés au niveau, enfin une étape sur l'NJK Tour, une autre qui a été reportée. Donc ça s'est pas mal passé. On va en voir dans une deuxième partie avec Olivier. Dans le cadre de la gestion donc, de nos assets, pour rappel, on a quand même trois gros portefeuilles. Le tennis, avec le tennis féminin depuis 28 ans, Roland-Garros depuis 2014, toute la partie NJK Tour, évidemment, et depuis 12 ans. Et le team d'athlètes. Et le team d'athlètes nous a permis, pendant cette période de confinement, de pouvoir échanger avec nos collaborateurs, ce qui était assez agréable, tant pour les athlètes que pour nos collaborateurs. Et donc, par le biais de vidéos qui étaient postées sur l'intranet du groupe, traduites également en anglais parce que le groupe est un groupe complet international. Donc, c'était plutôt sympathique. Ils ont partagé, bien sûr, leur confinement, donné des conseils pour bien le vivre, proposer des exercices physiques également pour pouvoir suivre et bien s'entretenir. Donc, c'était assez sympathique de part et d'autre par rapport aux différents retours qu'on a pu avoir. D'accord. Olivier, même question, comment s'est organisée la Fédé de voile au moment par rapport aux annulations, et est-ce que notamment les annonces d'hier du Premier ministre, sans doute une bonne nouvelle, changent quelque chose pour vous par rapport à se projeter, et puis surtout, comment vous êtes resté en lien, pareil, avec vos athlètes, vos clubs partout en France pendant cette période? Oui, bonjour à tous. Je dirais que les annonces d'hier, forcément, nous redonnent un peu plus le sourire. Alors, on va rester prudent, on va voir comment va se passer le décret, puisqu'on a eu une petite déconvenue début mai, un peu entre les annonces qui avaient été faites sur le discours du 7 mai et l'application du décret ensuite. Donc, on a espéré que l'accès, notamment aux plages et à la mer et aux plans d'eau, puisse être libéré dès début mai. Et puis, en fait, c'était plus compliqué que ça. Donc, ça se jouait très localement avec les mairies et les préfets départementaux. J'espère que maintenant, la situation va se simplifier et ça va permettre aux personnes de revenir naviguer et donc revenir dans les clubs. Donc, ça serait une bonne nouvelle. Nous, on a été forcément, comme tous les sports, assez impactés. Donc, on va en reparler, mais dès le 14 mars, on a demandé à nos clubs d'arrêter leurs activités. Donc pour la fédération de voile, c'était, je dirais, comme toutes les fédérations, difficile, peut-être un peu plus que certaines, puisque nous, on est sur des licences de janvier à décembre et que le pic de nos licences est en mars-avril. Donc forcément, quand on arrête les activités au moment du pic de prise et de distribution des licences, forcément, ça fait tout drôle. Donc on est très attentif sur ce côté-là de reprise de la licence et donc des activités dans nos clubs. Et puis, je dirais, nous, on s'est concentré très vite sur l'accompagnement de nos clubs, puisque comme les fédérations, on est là pour accompagner nos clubs. Dans un premier temps, on a mené un grand questionnaire. Toutes les équipes de la fédération ont été mobilisées. Donc, ça faisait à peu près 70 enquêteurs qui ont appelé nos 1000 clubs. Donc, sur 1000 clubs, on en a eu à peu près 80%. Donc, on a pu échanger, avoir un échange téléphonique avec 80% de nos clubs, ce
ce qui nous a permis déjà de prendre des nouvelles humainement et puis aussi en termes d'organisation économique des clubs et identifier les besoins qu'ils avaient dans cette période. Et ensuite, on s'est appliqué sur la base de ce questionnaire à accompagner nos clubs, à leur donner des informations sur les démarches. Alors, dans un premier temps, sur les démarches sur le chômage partiel, sur comment s'organiser vis-à-vis des premières mesures. Donc, ça a été un très gros travail au niveau de nos juristes, notamment l'analyse des textes, comment mettre à disposition, simplifier l'accès de tous ces textes-là pour nos clubs. Nos clubs, comme dans toute fédération, on a des professionnels, mais on a aussi beaucoup de bénévoles, donc des gens qui ne sont pas forcément spécialistes de tous ces domaines. Et puis, dans un deuxième temps, on a proposé à nos clubs des protocoles de conseils sur comment préparer le club pour la reprise de l'activité, comment mettre en place des chartes sanitaires pour que là, très rapidement, nos clubs puissent réouvrir en respectant du coup toutes les distanciations physiques et les gestes barrières tels que recommandés. Ça, c'est un gros travail. Et puis, on va rentrer après dans une phase où on va communiquer sur le fait que la voile est un sport de grand air et que c'est l'occasion, avec le beau temps, de venir naviguer, profiter du grand air. Vous avez été confinés pendant des mois, donc venez profiter du grand air, venez naviguer. Donc, ça va être notre prise de parole dans les semaines au mois de juin. D'accord. On croise les doigts pour le décret, alors, si j'ai bien compris. Oui, on espère. Ce que ça donne. Du coup, on va refaire un petit flashback. Oui, bien sûr, Emmanuel. Juste rajouter sur le côté, pendant la partie confinement, Engie a été assez, une nouvelle fois, fidèle à sa raison d'être en étant responsable et solidaire. Alors, bien sûr, le groupe a contribué avec un fonds important auprès de la fondation de la PHP et autres. Ce que je voulais souligner, c'est que du côté du sponsoring, on a essayé également de jouer notre rôle. Et dans tout, je vous ai parlé de 13 événements annulés. Sur tous les événements, donc les droits, lorsqu'ils n'avaient pas été versés à l'ayant droit, on les a réinvestis pour des besoins locaux, pour les établissements hospitaliers, ou l'achat de tablettes pour les EHPAD ou d'ordinateurs via notre fondation pour des enfants en souffrance scolaire. Donc, à titre d'exemple, par exemple, on est partenaire de Primrose, on a acheté 2 respirateurs pour le CHU de Bordeaux. Ça a été notre approche solidaire également au niveau sponsoring. Primrose étant le tournoi. Un tournoi, certes masculin, sur lequel on a un volet féminin, parce qu'on est bien sûr fidèle au tennis féminin depuis 28 ans. Parfait. Donc, je disais, petit flashback, on va parler maintenant de l'Engie Kite Tour, pour lequel vous êtes impliqués tous les deux et en relation constante et permanente. Vous allez nous expliquer ça, mais en fait, vous avez vécu un cas assez particulier. On va se reprojeter le 13 mars, au moment où devait avoir lieu cette première étape. Et là, les annonces du gouvernement, des choses qui doivent fermer, des choses qui doivent être arrêtées. Comment on gère ça à deux? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce jour un peu fou? Peut-être Emmanuel, tu veux… Je vais commencer. Alors, c'est vrai que on a eu un cas assez atypique. Oui. Je rappeler le contexte. Oui, parce que le 13 mars, en fait, donc c'était la première étape d'Arcachon, le vendredi 13 mars. Donc, et on a su que, je ne sais plus, je crois vers midi et demi ou 13h, il y a eu l'intervention du Premier ministre qui annonçait déjà les mesures et on savait là qu'on serait donc confiné le mardi suivant. Donc, s'il faut remonter quelques jours en arrière, sur cette étape-là, une semaine avant, on avait plus de 70 inscrits à l'étape. Et on s'est dit avec la fédé de voile, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule? On était en stade 2 à l'époque. Je crois que c'était les rassemblements de plus de 100 personnes étaient interdits. Mais donc, l'événement était totalement autorisé encore par le préfet. Est-ce qu'on le stoppe ou pas? En fait, ce qu'on a fait, c'est parce que pour nous, la priorité, c'est les kiteurs. La fédé de voile a pris contact avec les 70 inscrits et tous ont répondu qu'ils souhaitaient que l'étape se déroule. Ils sont venus, parce qu'ils venaient un peu de toute la France, ils ne sont pas tous locaux d'Arcachon. Donc, fort de cette motivation des participants, on a maintenu. La seule chose que nous, bien sûr, d'un côté Engie, on a suspendu toutes nos activations type animation pendant le week-end ou les actions d'hospitalité pour les
les filiales du groupe, parce qu'ils accaparent cet événement au même titre qu'un Roland-Garros sur un autre tournoi de tennis. Donc ça, on l'a bien sûr 100% suspendu. La priorité, c'était le sport et les kiteurs. Est-ce qu'en temps normal, quand vous investissez en tant qu'NJ sur l'NJ Kite Tour, est-ce que vous pouvez nous rappeler vraiment normalement les objectifs qui du coup étaient plus que contrariés? Oui, et ça contrarie. Alors, déjà, le kite, pourquoi on est partenaire du kite depuis 12 ans c'est que le kite, l'énergie motrice du kite, c'est le vent. Et Engie, c'est le champion français en énergie verte produite par soit l'éolien, soit par le solaire. Donc, c'était assez logique depuis 12 ans de soutenir un sport qui est respectueux de l'environnement, qui est en phase avec nos valeurs. Et donc, c'est vrai que là-dessus, nous, notre logique, en fait, c'est de jouer sur l'ancrage territorial, d'apporter justement une animation locale qu'il n'y a pas toujours. Et derrière, bien sûr, c'est le développement de la discipline kite depuis un certain nombre d'années. Olivier, si du coup, on a vu qu'en amont, déjà, il y avait pas mal de questionnements. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Du coup, quelle a été la position de la Fédé? Est-ce que vous pouvez nous raconter le jour J, où je sais que ça a été un peu mouvementé entre vous sur la plage, Emmanuel à distance par téléphone, et peut-être aussi nous rappeler que dans la manière dont vous avez géré tout ça ensemble, c'est parce qu'il y a alors déjà des liens réguliers et vraiment forts, et puis peut-être aussi un historique, avant même votre connaissance FF NJ, qui certainement a dû jouer dans la manière dont on prend une décision à deux, si on se connaît bien depuis longtemps et si on a des échanges réguliers. Racontez-nous un peu comment ça s'est fait. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Tout à fait. En fait, c'est donc une journée, comme disait Emmanuel, tout à fait particulière. Donc, nous, avec les équipes de la Fédé, on est sur Arcachon depuis la veille. Donc, on a passé la journée sur le montage du village avec les équipes de la mairie d'Arcachon, le club de voile d'Arcachon, donc, qui est très impliqué dans l'organisation, puisqu'on s'appuie toujours sur nos structures pour organiser les événements. Donc, on passe la journée sur la plage à préparer. Toute la journée, on commence à avoir des infos sur ce qui peut être sorti le lendemain. Donc, le 12 au soir, on commence à être dans une ambiance un peu particulière, puisqu'on est très content de notre village qu'on a monté, parce que, comme tu le signalais, avec Emmanuel, on se connaît depuis un certain temps, puisqu'on travaille ensemble depuis 2016, alors pas sur le NJ Kite Tour, puisque ça fait uniquement 2 années qu'on travaille spécifiquement sur le NJ Kite Tour, mais on travaillait notamment sur l'accompagnement des athlètes dans le pack de performance. Et donc, on commence à être dans cette ambiance un peu particulière où on a un très beau village, puisque justement, dans l'hiver, avec Emmanuel et toutes les équipes, on a travaillé sur l'amélioration du village, la visibilité de la marque NJ notamment, et puis tous les services qu'on peut proposer aux kiteurs. Et puis, du coup, ce risque qui commence à peser très, très fortement. La première surprise, je dirais, c'est que le 13 au matin, aux inscriptions, alors qu'on avait plutôt 70 inscrits, on est finalement 85. Donc, on s'attendait peut-être à avoir des gens qui vont annuler. Finalement, on est plus que prévu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, depuis le matin, notamment, moi, je suis du coup très en lien avec notamment mon président et mon directeur sur le fait que la fédération prépare du coup une communication pour annoncer à ces clubs de suspendre leurs activités très prochainement en fonction de la déclaration du ministre. Donc là, du coup, forcément, j'appelle Emmanuel pour le tenir au courant de tous ces événements-là. C'est vrai que notre bonne relation facilite les choses, et puis ce qui facilite aussi les choses, c'est aussi une des réponses très rapides de la part d'Emmanuel qui nous rassure et qui nous dit, voilà, si vous, fédération, vous devez prendre une décision d'arrêter, bien sûr, NJ vous soutient et vous accompagne dans cette décision. Donc ça, au moment, enfin voilà, moi, faut imaginer la situation. Je suis sur la plage, on n'a pas de connexion. Plage de la Perrère, pour ceux qui connaissent, c'est un peu au bout d'Arcachon. On est un peu isolé en cette saison du mois de mars. Et forcément, les communications sont pas toujours faciles. Le téléphone, les SMS, enfin bon, tout ça, ça tombe tout le temps. Et c'est vrai que de savoir que Emmanuel nous soutient et suivre notre démarche, ça facilite les choses. Après, très vite, à la fédération, le bureau exécutif de la fédération décide que la date de fermeture, du coup, sera le 14, donc ce qui nous permet de jouer sur cette journée du 13, en se disant, bon, voilà, on a cette journée du 13, lançons-la, et puis on verra comment on fait.
Donc là, on est dans une première phase où ça, c'est toute la matinée, beaucoup d'échanges. Et donc, on a ce premier briefing dont parlait Emmanuel qui est à midi. Et c'est vrai que là, moi, je suis dans une situation un peu étonnante où du coup, je m'isole à un moment donné, notamment avec notre attaché de presse là, de la société Mille et une Vagues, Sozig, et on commence à rédiger en fait le texte que la fédération va publier le lendemain en disant arrêt des compétitions. Voilà, enfin arrêt des compétitions, arrêt même des activités globales des clubs. Donc du coup, quand on revient à midi pour le briefing, j'ai un peu cette sensation où on fait un briefing quasiment normal pour tout le monde et de me dire, en fait, moi, je sais déjà que c'est fini pour eux le soir, quoi. Donc cette situation est un peu étonnante. Donc du coup, c'est vrai qu'à la fin du briefing, qui est fait traditionnellement par les autorités locales, hein, puisqu'on a été très bien reçus par la mairie d'Arcachon et puis toutes les autorités locales et bien entendu le club. Je me permets une petite intervention sous l'angle, je vous rappelle les gestes barrières, et puis pour glisser aussi une petite phrase que, bon, voilà, on attend aussi le discours du Premier ministre qui sera pendant qu'eux seront sur l'eau et qu'on les débriefera, voilà, un peu pour les mettre dans l'ambiance. Est-ce qu'à cet instant, vous savez déjà que vous allez devoir les interrompre un peu plus tard dans la journée? Vous ne pouvez rien dire, vous les envoyer sur l'eau et c'est compliqué de gérer ça? À cet instant, on sait qu'il n'y aura probablement pas de deuxième et troisième journée. Voilà. On ne sait pas comment l'après-midi va se dérouler exactement, mais on sait qu'il n'y aura probablement pas de deuxième et troisième journée. Et donc, notamment avec Antoine Weiss, qui est notre directeur sportif, je dirais un peu du NJK Tour, on se dit, bon, bah voilà, on a une belle journée, comme vous voyez sur les images qui se dessinent, parce qu'en plus, c'est toujours comme ça, hein, il fait beau, il y a le vent, il y a tout ce qu'il faut pour faire des belles conditions. Et donc, on sait qu'il va y avoir cette situation bizarre. Et donc, avec Antoine, on se dit, on fait un maximum de courses, quoi. C'est-à-dire que tu navigues jusqu'à ce que je t'appelle et que je te dise, tu navigues plus et tu les fais rentrer, quoi. Ça, c'est voilà, c'est un peu la situation à 13h quand ils partent sur l'eau naviguer. D'accord. Manuel, entre 8h et 13h, je l'ai eu, je sais pas, 5 fois, 6 fois. Ouais. Je précise, en fait, moi, je ne pouvais pas être sur place parce que les règles internes de l'époque de mon entreprise m'interdisaient tout déplacement. Donc, par contre, j'ai dû bien consommer mon abonnement téléphonique ce jour-ci avec Olivier et j'espère qu'il avait une oreillette parce que ça a chauffé. Ouais, donc, mais ça ne va pas être facile, mais en même temps, c'est le genre de situations parfois un peu lunaires qui sont extraordinaires à vivre avec un peu de recul. Donc, et pour rappeler, du coup, pour aller un peu plus loin, donc les compétitions démarrent 14h, enfin, en début d'après-midi, et ensuite, vous prenez la décision de l'arrêter, et là, vous l'annoncez à tous les participants, avec aussi Emmanuel dans l'oreillette, bien sûr, j'imagine. Oui. Ouais. Oui, alors en fait, là, il y a la fin de la journée, enfin la décision quand même. Après. Oui, en fait, dans la journée, puisque du coup aussi, il fallait peser ce pour et ce contre, puisque du coup, la NJK Tour est un événement sur lequel la fédération est très impliquée et avec donc NJ dans l'organisation, et aussi le discours de la fédération qui était de demander aux clubs d'arrêter les activités. Donc, il fallait qu'on pèse aussi ce côté en disant, bon, on va demander aux clubs d'arrêter leurs activités à partir du 14. Il faut aussi qu'on montre le bon exemple. Voilà. Donc, on a eu encore plusieurs phases parce que du coup, voilà, ils partent sur l'eau. Donc, en général, du coup, c'est plus calme à terre, enfin sur la plage quand tout le monde est parti faire la compétition. Et là, on commence à se poser pas mal de questions sur quand est-ce qu'on doit les arrêter ou pas. Alors là, c'est vrai qu'on a la visite de la police municipale qui vient nous voir en nous demandant si on était bien au courant du discours, etc. Donc, on les rassure sur le fait qu'on a pris la décision d'arrêter la compétition le soir même. Donc ça, la police municipale, en plus, on avait un kiter dans les policiers, donc la discussion a été assez simple. Et on les remercie d'ailleurs. Donc, ils nous ont laissé dérouler la compétition sur la journée. Et puis là, il y a plein de questions qui commencent à venir. Et du coup, on commence à échanger aussi avec Emmanuel. Alors, quid du remboursement, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait si les coureurs nous demandent un remboursement? Donc, du coup, je rappelle Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses sur le remboursement ou pas? Et puis toujours, moi, je refais un message à Antoine qui est sur son bateau, sur l'eau, qui est dans ses courses. Je lui dis, écoute, Antoine, tant qu'il y a du soleil, tu y vas, quoi. Tu t'envoies de la course, quoi.
Donc, on décide de lancer vraiment beaucoup de courses. Et donc, au final, sur la journée, on réussit à faire 12 courses. Que pour les non-spécialistes, faire 12 courses, c'est parfois ce qu'on fait en 3 jours, selon les conditions. Donc là, on a vraiment joué le jeu sportif jusqu'au bout. Et puis, on arrive dans une phase un peu aussi de quelle communication on doit faire de cette journée. Et là, à nouveau, rediscussion et rééchange, notamment avec Emmanuel, sur qu'est-ce qu'on fait, quoi. Est-ce qu'on communique fortement dessus? Est-ce que le clip vidéo que vous avez vu tout à l'heure, est-ce qu'on le produit? Est-ce qu'on le diffuse? Qu'est-ce qu'on fait des photos, etc. Donc là, Emmanuel, je peux te laisser compléter, mais là, pareil, à nouveau, plein d'échanges autour de ce questionnement de quelle doit être notre communication sur l'événement. Et aussi, du coup, vous êtes la main, Emmanuel, les réactions des partenaires quand on annule un événement, c'est déjà peut-être pas tout de suite des discussions de remboursement, etc. Alors, il y a les participants et les partenaires par rapport à la prestation offerte. Les discussions, ça faisait partie aussi de la discussion d'annuler si Engie était d'accord pour, j'imagine, ne pas mettre de pénalité ou des choses comme ça derrière. Toutes ces considérations doivent être prises en compte le jour J, ou ça, c'est des discussions qui se font normalement après, dans ces cas-là? Alors, plusieurs choses se sont faites en même temps. Clairement, sur la partie des kiters, je vous l'ai dit, nous, une de nos priorités, c'est les kiters. En fait, et ce qui était presque surprenant, on avait parlé après à rembourser et autres, c'est que je crois que 100% des kiters ont été interrogés post l'événement et aucun n'a demandé un remboursement. Alors que logiquement, l'inscription comporte 3 jours de compétition avec les déjeuners inclus, panier repas et tout ça, la partie sécurité, il y a un certain nombre de goodies. Alors tous les goodies, ils les ont eu en amont, mais on va dire qu'ils n'avaient eu qu'un tiers. Aucun n'a demandé ce remboursement. Ça prouve aussi, pour nous, c'est une sorte de victoire sur l'ambiance qu'on veut donner, chaleureuse de l'événement, que c'est un événement ouvert à tous. Certes, il y a les meilleurs Français qui sont, par chance, presque les meilleurs mondiaux, des Nicolas Parlier, Axel Mazel, Arenco, et vous avez le très bon amateur qui vient faire sa compétition, côtoyer les champions sur la plage. Et donc, c'est ça qui rend, je dirais, presque la meilleure des valeurs et la meilleure des réponses pour nous. S'il arrive à les rembourser, on aurait remboursé, bien sûr. Donc, après, sur le côté partenarial, nous, comme j'ai dit en amont, on n'a fait aucune prestation habituelle, animation ou d'action d'hospitalité. On assume les conséquences. Je veux dire, c'est fait partie, bien sûr, de ce genre de situation. Et donc, on a donné notre aval auprès de la Fédé de voile, évidemment. Peut-être avant. Le communiqué de presse, comme a expliqué Olivier, on l'a fait systématiquement en commun. Et donc, une des bases de ça, pour moi, une des réussites, comme également pour la suite, c'est qu'en fait, on s'est toujours positionné comme des co-organisateurs. Ce n'est pas une relation annonceur ayant droit, où l'annonceur arrive pour différents objectifs, donc c'est essentiellement des images et d'ancrage territorial, d'être associé à cette discipline. En fait, juste un petit rappel, peut-être, ou pour information pour les gens qui ne savaient pas, c'est qu'en 2017, la Fédé de voile récupère les droits, enfin les droits, on dit pas ça, on récupère en fait la gestion de la délégation. La délégation pour le kitesurf dans un objectif qu'on l'a su après pour la partie que le kite devienne soit représenté aux Jeux Olympiques à Paris. Il fallait que ça soit représenté par une discipline olympique. Bon, c'était avec la Fédé de vol libre, sur laquelle Engie est toujours partenaire, les accompagne sur toutes leurs disciplines, plus globalement maintenant. Mais c'est eux qui étaient auparavant, géraient cette partie-ci. Donc, le savoir-faire, en fait, de l'Engie Kite Tour, qui existe depuis 2004, le groupe Engie est partenaire depuis 12 ans, c'est presque l'annonceur qui l'avait au départ. C'était un petit peu cette particularité. Et donc, la Fédé de voile a forte qualité organisationnelle, mais pas sur ce type d'événement qui est en fait un peu un sport très… c'est une des disciplines, toutes les disciplines de la voile olympique n'avancent pas à 30 nœuds sur l'eau, donc tout va plus vite, toutes les manches et autres. Donc, c'était une sorte de révolution très positive pour l'effet des voiles qui a très bien pris le sujet. Et donc, on a pu monter sur l'année, quand ils ont eu la délégation en 2017. Toute l'année 2018, on a monté ensemble le projet et la première édition organisée par la Fédé de voile était en 2019. Là, on est sur la deuxième année. Donc, et on a toujours eu cette relation-là, donc vraiment de co-organisateur. Et je pense que c'est une des principales raisons pourquoi ça fonctionne bien. Parce qu'on veut vraiment tous réussir
on sait, hein, ce n'est pas un produit d'exposition. Donc, partant de là, on peut construire autre chose. Bah, du coup, avant de voir comment on peut reconstruire un NG Kite Tour 2020, je vais me tourner vers Julien parce que je rappelle que comme cette conférence est diffusée via Bisport, vous pouvez y poser vos questions. Julien, est-ce qu'on a déjà des premiers questionnements qu'on pourrait adresser à nos intervenants? Alors, ouais, merci Victor. On a une question pour l'instant qui revient un peu sur la décision d'Engie qui a reversé, en fait, comme Emmanuel le disait au début, décidé de reverser les fonds qui n'ont pas été alloués aux détenteurs de droits à des aides spécifiques liées au contexte. Pourquoi cette décision plutôt que de ne pas maintenir le paiement aux organisateurs de ces événements-là? Dans le cadre, en fait, il y a deux choses. Ceux sur lesquels on avait déjà versé l'argent, évidemment, aujourd'hui, c'est toujours des discussions avec l'ayant droit, notre priorité étant toujours la solidarité. Et donc, c'est souvent, la solution finale sera un report des droits sur l'année suivante et ils gardent les droits. Donc, là-dessus, c'est bien sûr, en grande partie, des petites associations, des clubs qui organisent des NG Open de tennis ou des événements. On n'est pas que avec la Fédé de voile ou la Fédé de tennis pour Roland-Garros. Donc, c'est toujours été notre priorité. Pour ceux sur lesquels l'argent n'avait pas été déposé, versé, ces événements en grande partie qui étaient sur cet été, où c'est en accord avec l'ayant droit, pour voir à quel niveau, s'il avait un souci de trésorerie ou non. Donc, ça s'est toujours fait en concertation. Quand c'était possible, et ça a été en fait en grande partie le cas, on a pu réallouer cet argent sur des actions qui nous paraissaient nécessaires au niveau du groupe, de soutenir localement les actions pour lutter contre, dans le cadre de cette crise sanitaire. D'accord, je crois que c'est assez Très clair. Merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce qu'on a par hasard une autre question, Julien? Je ne sais pas s'il y avait autre chose qui m'intéresse. Pour le moment, on est bon. Moi, je peux peut-être du coup en poser une, si tu me permets. Emmanuel, est-ce que tu peux revenir, tu as expliqué pourquoi le kitesurf et effectivement le lien qu'il y avait avec l'activité d'Engie. Est-ce que peut-être tu peux nous resituer dans votre stratégie globale de sponsoring, effectivement, comment la fédération de voile et ce NG Kite Tour se situent? Ça répond à des objectifs un peu différents, complémentaires versus Roland-Garros, le tennis, un type de sport bien différent du kite qui est un sport émergent, un sport différent, cool. Je sais pas d'ailleurs comment, même Olivier, vous le qualifiez effectivement, le kitesurf, parce que c'est voilà, c'est évidemment complémentaire, j'imagine, pour vous, NG. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui. Donc, comme je disais, on a fait 3 grands piliers. La partie tennis féminin et Roland-Garros. Donc, tennis féminin, c'est l'ancrage territorial. C'est le soutien, bien sûr, au sport féminin depuis 28 ans. On a renforcé une vision plus sur l'exposition, la marque, son image, bien sûr, mais surtout une vision plus internationale avec Roland-Garros depuis 2014, que le groupe est présent dans plus de 70 pays dans le monde. Le kite est clairement un produit pour nous d'ancrage territorial littoral. Et le rappel sur la partie métier, comme je vous l'ai expliqué, sur la force motrice du vent, le côté environnemental. Le troisième volet, la partie du team, c'est il faut savoir qu'en fait, le NJ, dans son origine, avec Gaz de France, dès 92, a toujours eu une culture de soutien des sportifs de haut niveau. Lorsque, on faisait déjà le tennis, à l'époque, on faisait également de l'athlétisme. Les 2 premiers athlètes qu'on a soutenus, ils étaient à l'époque très jeunes espoirs, c'était Nathalie Tozia et Jean Galfion. Nathalie Tozia pour être l'ambassadrice côté tennis, Jean Galfion côté athlétisme, donc ils étaient vraiment tout jeunes. Après, ils ont eu un énorme palmarès. On a eu également, bien sûr, je crois qu'au total, on a plus d'une centaine de sportifs qu'on a soutenus. Amélie Morespo pendant presque 16 ans. On a eu la Gilles Courret ou Stéphane Diagana. Enfin, le panel est assez large. Donc, la partie sportive, on l'a continuée en 2014
2015, c'est vrai, c'est ce qui nous a permis au final d'initialiser nos relations avec la Fédé de voile lorsqu'il y a eu le premier pacte de performance initialisé par à l'époque Thierry Braillard pour accompagner des sportifs qui avaient un fort potentiel, mais je dirais une certaine non-assurance financière pour assurer leur préparation. Donc, on a soutenu 5 sportifs, dont 4 voleux. Il y avait Pierre Lecoq à l'époque, qu'on a soutenu dans le cadre de la dernière Olympiade là, pour Tokyo. Donc, sauf qu'on est passé à 8 sportifs. Donc, le lien des sportifs, pour nous, c'est assez sociétal, on va dire. Donc, avec une forte animation côté interne. Donc, à chaque fois, voilà, les éléments se complètent pour nous. D'accord. Peut-être un léger souci de caméra manuelle, si vous pouvez peut-être couper votre caméra. Je ne sais pas, ma caméra se bloque. Ouais. C'est la caméra figée. C'est pas grave, on va faire sans problème. Du coup, Olivier, pareil, comment le kite est perçu au sein de la Fédé, et du coup, pour le lier à la reprise, à la tentative d'élaborer un nouveau calendrier, de faire revivre l'NJ Kite Tour sur quelques dates, comment c'est perçu, quel poids vous avez au sein de la Fédé, peut-être pour choisir des dates, des moyens, etc., par rapport à la vision qu'a la Fédé de cette discipline, pour le lier à la question de Magali et se projeter sur ce que vous allez pouvoir faire en septembre. Oui, nous le kite, comme disait Emmanuel, c'est une délégation que la Fédération de voile a récupérée finalement il n'y a pas si longtemps que ça. L'engagement qu'on avait avec Emmanuel sur le NJ Kite Tour, donc Emmanuel l'a expliqué, lui il a des objectifs de visibilité bien entendu, mais aussi de relations et d'animation des territoires. De notre côté fédération, l'intérêt du NJ Kite Tour, il était double. C'était d'aider nos clubs à comprendre la culture et aussi comment s'organiser une épreuve de kiteboard, puisque nos clubs sont des grands clubs organisateurs, je dirais, de compétitions de voile, soit de la planche à voile, du dériveur ou de l'habitable, voire de la course au large pour beaucoup d'entre eux. Mais ils n'ont pas forcément cette habitude et cette connaissance du kite qui nécessite quelques particularités. Dans le fond, ça reste une épreuve de voile avec les mêmes règles, puisqu'on n'a pas changé les règles. Le kite utilisait les règles de la voile. Donc voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelques particularités au niveau de l'encadrement, de la sécurité sur l'eau, etc. Donc ça, c'est un objectif du NJ Kite Tour. C'est petit 1, permettre à nos clubs de progresser et de s'acculturer à ce type de compétition pour qu'ils puissent après eux-mêmes en organiser, je dirais, tout seuls sur leur territoire. Et le deuxième point, c'était aussi, on sait que les kiteboarders, il y a beaucoup de pratiquants libres sur les plages, et puis c'est de faire un tour très ouvert sur lequel tout le monde peut venir et de découvrir la compétition, rencontrer d'autres kiteurs et pourquoi pas intégrer le club et l'association et le groupe des kiteurs de chaque club. Ça, c'est nos objectifs de fédération. Après, sur ta question par rapport à l'organisation du tour. Oui, comment on choisit aussi, finalement. Voilà, Exactement. Ça, c'est exactement ce que disait Emmanuel, c'est-à-dire qu'on est vraiment en co-organisation. Donc, on a chacun des contraintes. Donc, Emmanuel, par exemple, pour des questions de relations publiques, ne souhaite pas que les événements se déroulent sur des week-ends prolongés, pendant des périodes de vacances, etc. Donc, nous, on construit le calendrier en fonction de ces contraintes. Et puis aussi, le choix des sites est lié aussi à un critère, bien sûr, du côté NJ, puisque ça peut être soit des territoires sur lesquels ils souhaitent devenir concessionnaires d'éoliennes, par exemple, ou c'est un territoire qui est à la concurrence, donc qui ne les intéresse pas. Et puis, nous, il y a cette contrainte d'avoir un club qui souhaite faire la démarche d'organiser, qui a les compétences et qu'on va accompagner. Donc, la constitution d'un NJ Kite Tour, c'est beaucoup d'heures d'échange pour trouver les 5 dates tous les ans. Et du coup, pour là-dessus, quand on se projette sur le nouveau calendrier que vous avez annoncé, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous rappeler du coup les dates qui ont pu être maintenues et pourquoi Lorient du coup n'a pas pu être maintenu, et que peut-être Emmanuel nous raconte aussi par rapport à ça après derrière, comment on fait un plan A, un plan B par rapport à ces activations, à ce qu'il va pouvoir faire, sachant qu'on ça semble aller dans le bon sens vu les annonces du gouvernement, mais qu'on n'est pas encore sûr et certain de quoi septembre sera fait.
Exactement. Donc, bon, il y a encore quelques incertitudes. Ce qu'on a identifié assez vite, c'est qu'on avait 2 étapes au mois de juin qui étaient planifiées donc à Wimereux et à Lorient. Donc assez vite, puisque avec Emmanuel, on échange très régulièrement. On a un groupe de pilotage sur le NGK Tour. Assez vite, on s'est fixé l'objectif de se rapprocher des clubs pour savoir ce qu'ils souhaitaient faire et quelles étaient leurs possibilités de report sur d'autres dates. Donc, le club de Wimereux nous a proposé une date en septembre, qu'on a validé il n'y a pas très longtemps, hein, puisqu'on a annoncé en début de semaine les nouvelles dates, comment allait se dérouler le NGK Tour sur la fin de l'année. Et Lorient, malheureusement, pour des questions de disponibilité, hein, parce que Lorient, c'est un très gros club, hein, le CNL à Lorient. Et ils ont notamment une très belle régate qui s'appelle l'Atlantic Telegram au mois de septembre. Donc, ils n'étaient pas en capacité de nous proposer d'autres dates sur la fin de l'année. Donc, on a convenu avec eux qu'en plus, Lorient, on le voyait créer un bel engouement, que ce soit au niveau des kiters, la dynamique du club, et puis aussi du côté d'Emmanuel, il pourra revenir sur le sujet. Du coup, on a convenu avec le club qu'on reviendrait on irait, pour le coup, en 2021 chez eux. Donc, on a déjà une date avec eux sur 2021. Tout comme probablement, on reviendra à Arcachon parce qu'on a une petite revanche avec Arcachon et qu'on avait été très bien accueillis. Et puis, du coup, on a les dates de la Grande Motte et hier qui, elles, ne bougent pas puisqu'elles étaient déjà programmées sur octobre. Du coup, il y a celle de Wimereux du coup, qui se dégale. Donc, on a encore un NGK Tour qui aura 3 étapes sur la fin de l'année et qui, j'espère, fera le plein parce qu'on aura plein de kiters qui auront été confinés, qui auront envie de venir se dégourdir les jambes. D'accord. Emmanuel, si vous voulez compléter et surtout nous dire qu'est-ce que vous envisagez, vous, par rapport à vos activations et par rapport aux objectifs, en espérant que tout aille bien, qu'il y ait du public et aucune contrainte, mais on ne peut pas en être sûr aujourd'hui, sûr et certain. Comment excusez-moi, ma caméra ne marche plus, je suis désolé. Oui, comme expliquait Olivier, on est sur 5 étapes cette année. On était sur 4 étapes l'an dernier et auparavant sur 3 étapes. Donc, je dirais que malheureusement, Lorient est annulé pour les raisons qu'a expliqué Olivier. C'est dommage parce qu'on avait prévu le matin, le vendredi matin, l'étape commence toujours à 14h, un forum sur l'innovation à la mer en partenariat avec la comité d'agglo de Lorient. Donc, c'est reporté d'1 an. C'est toujours dans l'objectif utiliser un événement dans le cadre de notre ancrage territorial et mettre en avant aussi toutes les spécificités locales. Donc, il reste 3 étapes. Donc, si cette année, on a 4 étapes, on sera sur le niveau de l'an dernier. On espère bien sûr que sur les étapes donc, de Wimereux, la Grande Motte et hier l'Almanar, on pourra à chaque fois reproposer à l'ensemble des spectateurs et des collaborateurs d'Engie présents des animations sur maniement de voile et autres pour la découverte du kite et des actions d'hospitalité pour nos filiales pour qu'ils puissent emmener leurs invités, leurs parties prenantes sur l'événement. Ce qui nous, dans le même esprit que l'objectif plutôt qualitatif de ce produit, de cet asset kite, c'est très intéressant d'emmener des invités sur un événement kite parce qu'ils sont souvent, ils ont une vision du kite, ils ont vu par des vidéos, mais peu en vrai. Et lorsque vous emmenez quelqu'un sur un Zodiac suivre une manche à 25-30 nœuds, ça décoiffe par définition. Et ça permet vraiment de vivre une vraie action d'hospitalité. Vous la vivez avec tant l'invitant que l'invité. Et c'est très, très agréable. Donc, ça génère en fait un bon ressenti au final. Donc, c'est bien. Donc, j'espère qu'on pourra à nouveau le proposer. Restons optimistes. En septembre, la situation sanitaire semble s'améliorer. Mais on respectera bien sûr tous les gestes barrières nécessaires et toutes les conditions de sécurité pour tout le monde. Rendez-vous est pris pour du 11 au 13 septembre à Wimereux. Alors, si j'ai bien compris, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Puis, comme ce webinaire touche à sa fin par rapport au temps qui m'était imparti au départ, je vais passer la main à Magali peut-être pour un mot de conclusion en remerciant nos 2 intervenants d'avoir joué le jeu ce matin. Merci beaucoup.
Merci Victor. Écoutez, Emmanuel et Olivier, c'était un plaisir de vous entendre. Effectivement, on sent bien une complicité et Emmanuel, tu l'as dit, vous êtes co-organisateur et c'est ce type de relation que l'on souhaite effectivement entre des partenaires et des ayants droit. Vous savez qu'évidemment, il y a beaucoup de chiffres, de pourcentages qui tournent en ce moment sur la baisse des engagements des sponsors auprès de leurs détenteurs de droits. C'est un sujet évidemment qui nous préoccupe beaucoup puisque vous savez combien le sponsoring est important dans le modèle économique du sport. Donc, quand on entend ce genre de discours, on s'en réjouit. Voilà, il faudrait certainement que ce soit peut-être plus généralisé parce qu'il ne faut pas non plus être trop naïf. Je ne suis pas sûre que ça se passe aussi bien partout ailleurs, mais en tout cas, c'était important de vous entendre aujourd'hui et de montrer combien une vraie relation de partenariat peut permettre de résoldre des situations qui sont assez extrêmes. Donc, merci de votre témoignage, Olivier et Emmanuel. Merci, Victor, d'avoir animé ce débat. Merci à Bisport de nous avoir hébergé une nouvelle fois. Donc Newstank pour ce partenariat. Merci Julien du team Sportsora. Voilà, on espère vous avoir été utile avec la mise en avant de ce cas pratique. On vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire le 12 juin. Ça sera sur le sujet de l'engagement de sport et engagement responsable avec le WWF, la Fédération française de golf, la Française des Jeux et Eric Conseil. Et puis, Victor, on ne doute pas avoir un deuxième épisode sur ce même sujet du comment partenaires et ayants droit sont restés connectés pendant cette période de confinement. Et on espère pouvoir revenir vers vous avec un webinaire en commun avec Newstank Sport à la fin du mois de juin. Merci à tous pour votre participation. À très vite. On a vraiment hâte de vous retrouver en présentiel. On espère pouvoir le faire très rapidement. Bon courage à tous et à très vite. Merci. Et bon week-end. Oui, au revoir. Au revoir.